Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Ça ne va pas bien du tout au Parti québécois. L'ADQ est un parti qui n'existe plus. La CAQ, officiellement fondée, des nouveaux partis politiques voient le jour et ça pousse comme des champignons au Québec. Et dans tout ce brouhaha, le Parti libéral continue d'exister. Les sondages lui sont défavorables sur toute la ligne, au parti et également à son chef. Et on n'entend personne, aucune déclaration contre son parti ou contre son chef. C'est plutôt bizarre. Alors, pour en parler, et pour parler de tout ce brouhaha qui se passe en politique provinciale actuellement, je reçois le député libéral de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. Monsieur Bernard, bonsoir. Bonsoir, M. Lacazette. Hey, je suis content de votre introduction, puis je pense que ça va être une belle discussion parce que c'est important de qu'est-ce qu'on va parler là. C'est important. Je ne veux pas parler des autres partis, mais on va parler du nôtre. Mais c'était même pas une question que j'avais envisagée, mais tout à coup, je vous l'envoie. Est-ce que les gens sont désabusés de la politique en général au Québec avec tout ce qui se passe? On n'a même pas besoin d'élaborer ce qui se passe parce que là, ça fait les manchettes partout, l'affaire du Parti québécois, de Duceppe, le plan Nord de Jean Charest, la CAQ, un nouveau parti avec des personnes qui se sont infiltrées. Moi, je les appelle des assoiffés de pouvoir, tout simplement. Des personnes qui ont quitté. On va en parler un petit peu plus tantôt. Mais est-ce qu'il n'y a pas je vais vous dire, une écœur en titre je vais vous dire, puis vous avez raison là-dessus, parce que moi, je rencontre beaucoup de gens sur la rue. Oui. Puis les gens, effectivement, se posent des questions. Puis c'est pas de là, encore une fois, à valoriser la classe politique, tout ce qui se passe là. Puis quand je regarde que certains disaient on va faire de la politique autrement, si c'est ça, faire de la politique autrement, on est mal parti. Puis ma crainte, d'ici à la prochaine élection, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir lieu, ça peut être quelque part en 2012, début 2013, moi j'ai peur que cela va avoir un impact sur le taux de participation. Sûrement. Dans mon intro, je disais tout ce qui se passait là, actuellement dans les partis politiques plus connus que d'autres, qu'il y en a vraiment qui poussent comme des champignons, tout simplement. Êtes-vous au Parti libéral des députés soumis? Est-ce qu'on vous impose la loi du silence, qu'on peut appeler l'omerta, ou lavez-vous votre linge sale en famille, quand j'entends par famille, dans le caucus, puis quand on sort de là, c'est fini. Oui. On en parle. Puis je peux vous dire, on va revenir en 2003. Dans notre cas, là, moi j'étais là en 2003, puis quand on a vu, ça avait brassé beaucoup en 2003. Puis on a vu qu'on a passé au travers des tempêtes en 2003, quand on se rappelle les manifestations qu'il y avait eu, en étant solidaires entre nous. Une chose, les gens, on respecte tous notre chef, le premier ministre du Québec. Puis par la suite, le point important, vous l'avez souligné, quand il y a des sujets, ça se passe en caucus. Et notre caucus était très étrange. Puis la raison simple est pourquoi, moi je fais partie d'une équipe, puis j'aime mes collègues. J'aime mes collègues, puis chez nous, là, si vous voyez la solidarité qu'on a entre les collègues, on veut tous s'entraider. Et alors, on fait nos discussions ensemble, puis après ça, on va se rallier à la décision. Puis, il y a des choses se disent correctement, mais après ça, on aime nos collègues, puis on se dit, regarde, on prend la direction de se dire, regarde, on travaille pour nous, on travaille pour les Québécois, on travaille pour le gouvernement. Alors, quand les décisions sont prises au caucus, on se rallie. Point à la ligne. Et puis, on le voit, notre caucus a été très, très, très étanche depuis 2003, disons depuis 2007. Mais c'est une question d'amour, de respect entre nos collègues et les individus, puis de respect des Québécois. Qu'on ne voit peut-être moins dans d'autres partis. Oui. Monsieur Bernard, le plan Nord, j'aimerais qu'on en parle du plan Nord parce que votre chef le vante partout, puis là, il est en tournée provinciale, on l'a vu ici en région, puis bon, il va faire toutes les régions du Québec ou à peu près pour vanter son plan Nord. Il est allé à l'extérieur du pays, il est allé à l'extérieur un petit peu partout. Pourquoi, expliquez-nous une chose, M. Bernard, pourquoi que l'opposition est contre l'actuel plan Nord? Parce que quand on regarde très vitement le plan Nord, en gros, parce que c'est pas rien que ça, là, mais en gros, on parle quand même d'injection de 80 milliards
c'est de l'argent, pas à peu près. On parle d'une création d'environ 20 000 emplois. C'est énorme. Puis, il y a des associations, il y a des partis politiques, il y a des gens de toutes sortes qui sont contre le plan Nord. Pourquoi d'abord que ces personnes-là sont et les associations sont contre le plan Nord? Regardez, c'est très simple, puis je suis content que vous posiez la question. Quand on regarde le plan Nord actuellement, puis la position du Parti québécois principalement, pas des autres partis politiques, parce qu'ils sont conscients que c'est un outil de développement économique à long terme. Le Parti québécois va faire sa prochaine campagne sur le dos des ressources naturelles. Et il ne regarde dans le plan Nord que le volet ressources naturelles en disant que le Québec dilapide ses ressources naturelles, ce qui n'est pas vrai, d'une part. Mais ils ne prennent que ce créneau-là. Ils ne parlent pas contre le développement hydroélectrique, qui est un gros volet du plan Nord. Ça, ils n'en parlent pas, puis qui est là. L'autre volet qui est important et que les gens ne savent moins, puis que le premier ministre a expliqué un peu justement à Rouyn-Noranda le 20 janvier dernier, il y a un gros volet d'infrastructure pour développer le Nord. Et un de ces volets-là, puis on est très conscient de ça ici en région, c'est par exemple l'apport de denrées aux communautés isolées. On se rappelle par exemple comme Ben Dehaye, qui est ici en région, quand il veut envoyer des aliments dans le Nord, la fenêtre d'été pour les bateaux est courte et par la suite, c'est du transport aérien qui fait que les denrées dans le Nord, tout ce qui est les produits de base, coûtent une fortune. Alors, puis la volonté du gouvernement, c'est de changer ça sur une perspective de 25 ans. C'est-à-dire faire des voies de communication terrestres, qu'elles soient routières ou qu'elles soient ferroviaires, pour monter les denrées. Et par la suite, s'ajoute à ça un volet sur une perspective de 25 ans de connecter à l'électricité tous les villages du Nord, particulièrement les villages inuits qui actuellement sont sur le Désiel et autres. Alors, tous ces volets-là sont majeurs de développement. Ça va ouvrir le territoire, ça va permettre aux communautés de mieux vivre. Et ce volet-là du plan Nord, les partis n'en parlent pas. Ils ne parlent que du volet ressources naturelles pour en faire une bataille idéologique lors de la prochaine campagne. Et le plan Nord a besoin, au niveau des infrastructures, d'un volet de coordination. Par exemple, oui, l'industrie minière à court terme a besoin d'infrastructures, par exemple ferroviaires sur la Côte-Nord, parce qu'il y a des projets de mines, puis si on veut sortir le minerai, puis les ports. Mais on ne peut pas construire 4 voies ferrées, etc. Donc, il va y avoir un gros volet de coordination, et c'est là que le rôle du gouvernement puis de la société va prendre place. On reproche des choses au gouvernement, et j'en ai sorti ici quelques-unes. J'aimerais ça qu'on en discute, M. Bernard. Les redevances et droits miniers sont trop bas. On manque de transparence. L'indifférence du gouvernement à promouvoir la deuxième et la troisième transformation de nos métaux. Hausse des profits de ces minières qui a été 8 fois plus importante que la hausse des redevances. De vouloir payer les infrastructures dont auront besoin les compagnies minières, les redevances sur les profits nets. On parle de redevances sur les profits nets et non pas les redevances sur le chiffre d'affaires. C'est ce que l'on reproche le plus au gouvernement. Et ça, je suis content que vous le souligniez parce que c'est effectivement l'argumentaire du Parti québécois. Oui, exactement. Et c'est de la démagogie. Premièrement, le gouvernement a dit très clair que les infrastructures qui ne vont servir qu'à l'industrie minière seule vont être payées par l'industrie minière seule. D'une part. Mais là, maintenant, quand on rentre dans le volet d'ouverture du territoire, si, comme je vous disais, on fait une voie ferrée qui, par exemple, part de Shefferville puis qui monte Kakujouak en haut, elle va servir à la population puis elle va servir aux compagnies. Donc, il va y avoir du partage à ce moment-là d'implantation. Ça veut dire que le fédéral aura un rôle à jouer éventuellement, là-dedans aussi. Oui. Ça, c'est clair de mon point de vue. Le fédéral, un jour, parce qu'on parle du développement des communautés autochtones, qui est une participation fédérale. Qui va aller s'asseoir dans le bureau de M. Harper pour lui demander d'aider? Je vais juste vous donner un exemple que les gens ne savent pas ici, peut-être, où ça passait inaperçu. Dans la semaine du 20 janvier, qui s'est terminée le 20 janvier, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements en infrastructure pour le port du Saguenay et pour un lien ferroviaire pour s'en aller vers Chibougamau, connecter la voie de Chibougamau pour connecter le port du Saguenay avec le plan Nord. Donc, c'est une participation là-dedans pour aider à des projets à cet égard-là. C'est clair. Par la suite, au niveau des redevances, encore une fois, il faut expliquer là-dessus que nous, on a augmenté les redevances. Puis tout le monde, et même M. Parizeau, dit, garde, dans la perspective, il faut faire les redevances pour que ce soit les compagnies, les investisseurs, les gens qui ont investi aient leur
retour sur leur investissement, que ce soit les banques, les individus ou les gens comme vous et moi qui ont pris des actions, mais également, il faut que laisser les entreprises continuer à croître. Le gouvernement, de son bord, le calcul qu'il fait, on le fait sur les profits et pas sur la redevance brute. Et si on va en haut de ça, parce que là, on parle du Nord, mais on oublie qu'il y a des mines partout au Québec, puis il y a des gravières, etc. Oui. Demain matin, si on écoutait le PQ, puis qu'on met les redevances à 50 % comme ils pondent, là, mais les mines non, mais pourquoi ne pas mines... mettre les redevances sur le chiffre d'affaires de la mine et non pas sur les profits nets? Parce que les profits nets, Monsieur Gendron, vous êtes même plus au courant que moi, j'en suis persuadé, puis vous avez travaillé dans le domaine minier vous-même, puis quand on parle de redevances sur les profits nets, mais on peut mettre tellement de dépenses qu'on ne fait pas de profit. Un instant. N'importe quelle entreprise, puis je reviens encore, puis je suis content de vous poser la question. Quand on prend, par exemple, normalement, on va comparer avec le secteur forestier qu'on connaît ici. Quand on installe une usine, quand ça allait bien, puis les perspectives à long terme, l'usine était là pendant 25, 50 ans, comme on voit les usines qui sont ici. Donc, une compagnie, pendant cette période-là, peut amortir ses investissements durant la période. Il n'y a pas une entreprise qui est comparable à l'industrie minière qui doit investir des milliards de dollars avant de rentrer en production pour une période d'une mine habituelle qui est à peu près de 10 ans. Alors, on fait quoi? Il y a des amortissements accélérés à cet égard-là. Comme n'importe quelle entreprise. Oui, mais... N'importe quelle entreprise. Par la suite, on a eu des exemples de mines ici en région. Quand il y a une baisse du prix des métaux, ils n'ont pas fait d'argent. Rappelez-vous, au fin des années 1990, début 2000, l'or était à 250 $. Toutes les mines de la région perdaient de l'argent. Si on faisait une redevance sur la valeur brute, on viendrait encore enfoncer plus les entreprises. Mais est-ce que c'est normal c'est normal qu'un gouvernement dit à une minière, qu'elle soit chinoise, japonaise, ontarienne ou peu importe, que installez-vous, on vous donne un permis d'exploitation, installez-vous, ouvrez une mine, puis nous autres, on va faire les infrastructures pour conduire les personnes à votre mine. Mais il semble que c'est pas normal. Non, c'est là qu'effectivement, puis encore une fois, il y a de la démagogie là-dessus. Je vais vous prendre la route 167 qu'on parle pour les monts Atiche, par exemple, qu'on a vu là, dans la semaine du 20, du 25, il y a des cris qui ont bloqué la construction de la route. Oui. Cette route-là a été choisie en partenariat avec les CRI parce que, premièrement, elle ouvre l'accès à un territoire qui s'appelle le parc Kassinika, qui est un parc provincial. Les CRI la veulent, cette route-là, pour ouvrir le territoire, pour ouvrir avec des pourvoiries et autres. Ça donne de l'accès au territoire. Les mines vont payer leur participation dans la construction de ça. C'est une infrastructure qui sert à l'ensemble des gens qui vont être sur le territoire et non exclusivement aux mines. Et puis le gouvernement était clair. Par exemple, une mine comme peut-être Raglan, qui est tout seul, qui est isolé, qui a besoin d'aéroport, ils vont payer leurs infrastructures. Ils vont payer leurs infrastructures 100%. C'est pas le gouvernement, ça va faire partie du coût. Oui, j'espère, monsieur. Vous pouvez en être certain là-dessus. Et si on veut ouvrir le territoire, puis je vais vous prendre un bel exemple, c'est la mine Raglan. Les Inuits en haut, ils veulent faire du récréotourisme. Si on veut amener des touristes sur le territoire, à un moment donné, il faut du partage d'infrastructures. C'est-à-dire que si on fait un aéroport pour aider pour une mine, mais si on veut qu'elle permette aussi aux autres utilisateurs qui font du récréotourisme, puis les compagnies, mais il faut que ça soit une infrastructure partagée. Et on ne peut pas donner la seule responsabilité. C'est sûr que le plan Nord, moi, j'ai beau essayer, j'ai de la documentation, je l'ai lu et relu. C'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas du bon. Là, le plan Nord, c'est immense. Moi, la seule chose que je n'aime pas dans le plan Nord, et je ne suis pas le seul, c'est la faune. On va détruire tellement de choses écoutez, voyons. Absolument pas. Absolument pas. Premièrement, pour les gens qui ont survolé le territoire en haut, quand on regarde l'impact de l'exploration minière, c'est minime. Puis quand on parle de la faune en haut, lorsqu'on sort de la limite de la forêt boréale, vous savez très bien que moi que ça devient dispersé. Puis dans le Grand Nord, c'est un territoire de roche.
OK, qu'il y a du caribou puis qu'il y a quelques espèces vivantes. Ça fait il y en a plus bas, par exemple. Mais les règles, ils sont là, les règles environnementales d'intervention. Allez en parler à Roy Dupuis, probablement. Il va vouloir... Regarde, je veux juste vous dire une chose par rapport à ça, puis je vais terminer là-dessus, puis si vous voulez parler d'un autre sujet. Le développement puis le plan Nord, c'est fait sur les tables avec tous les partenaires du milieu. Tous les partenaires, c'est-à-dire les communautés blanches, les communautés cris, les communautés inuites, les Naskapi, puis tous les gens sont là et ils sont partie prenante. Les gens qui habitent sur le territoire sont partie prenante. Ceux qui dénigrent... C'est sûr, avec l'argent qu'il va avoir là, oui, c'est sûr. Mais puis quand je vois ceux qui le dénigrent actuellement, c'est plate à dire, là, Monsieur Lacroix, mais c'est tout du monde du sud de la province qui en font un débat politique pour se faire réélire. That's it, that's all. Puis ça va être un débat politique. Puis le vôtre également, parce que la prochaine élection, qui va être possiblement en 2012, ça va être le plan Nord. Je peux vous dire, au moment qu'on se parle, les derniers sondages disaient que plus de 40 des Québécois sont en arrière du plan Nord, puis cette proportion-là va monter. C'est de valeur que c'est pas la même chose pour le Parti libéral. Mais les sondages, regarde, M. Legault a pris une méchante débarque depuis le début. Puis actuellement, je peux vous dire qu'on est rendu entre le PQ puis nous et la CAQ, un écart de 6 Disons que on est tous dans la marge des... La CAQ, j'aime autant ne pas trop en parler parce que j'aurais peur d'être censuré. Je vais simplement dire ça. Monsieur Bernard, il y a une chose que je peux pas me rentrer dans la tête, c'est inimaginable. Puis là, vous allez me l'expliquer, mais pas qu'à moi, aux personnes fidèles auditeurs, vous allez nous l'expliquer parce que moi, je la comprends pas. Compensation aux entrepreneurs soumissionnaires perdants. 10 millions aux soumissionnaires malheureux du projet du CHUM. 7,5 millions à ceux du CVSM. C'est quoi ça, cette affaire-là? On récompense à coups de millions des entreprises qui ont soumissionné, mais qui n'ont pas eu le contrat. Ben, regarde, on va te donner un petit 10 millions, on va te donner un petit 7 millions. C'est quoi ça, cette affaire-là, M. Bernard? Écoutez, je ne peux pas vous l'expliquer dans les détails, mais moi, je peux vous dire, c'est probablement des processus normaux quand on construit des infrastructures en PPP. Moi, c'est la seule raison que je peux vous dire que quand on fait puis ce sont des montants énormes et faramineux. Puis moi, je pense que c'est nos impôts, M. Bernard. Oui, mais comme je vous ai dit, c'est la seule raison que je peux vous donner. Je ne peux pas aller dans le détail. Puis je comprends. Mais est-ce que vous trouvez normal, que vous et moi, maintenant, vous avez une entreprise et j'en ai une, le gouvernement nous demande de soumissionner sur tel projet. Vous soumissionnez, je soumissionne. Je n'ai pas la soumission, vous l'avez. Bon, ben, Gaby, regarde, on va te donner une coupe de millions parce que tu auras même bien travaillé, puis ça t'a coûté de l'argent, les plans que tu as fait faire, etc., etc. Oui, mais seulement qu'il n'y a pas à me compenser pour ça. C'est des millions là, qu'on donne. Oui, je suis d'accord avec vous, puis il y a à questionner. Comme je vous dis, ce sont des projets qui sont d'envergure complètement différente que, par exemple, faire des soumissions pour faire de l'asphaltage ou autre. On tombe dans une autre échelle et ça faisait probablement partie des règles de base de soumission parce que quand on rentre dans les PPP, comme je vous dis, c'est la seule raison que je vois logique pour pouvoir expliquer ça, de dire aux firmes, regardez, et peut-être qu'une partie de tout ça, des travaux ou qui sont faits, les soumissions sont également récupérées par celui qui a le contrat. Parce qu'il y a peut-être d'autres avenues. Mais c'est une bonne question, puis comme je dis, la seule raison que je peux voir, c'est parce qu'on rentre dans un autre type de soumission qui est en PPP. C'est de valeur, M. Bernard, mais c'est de l'argent des personnes, c'est de l'argent, ce sont nos impôts, puis on récompense des personnes qui ont soumissionné, mais qui n'ont pas eu le contrat. Moi, je suis contre ça. Pour moi, en tout cas, comme contribuable, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas une seule bonne raison. Je vous comprends, mais comme je dis, étant donné qu'on rentre dans un régime de PPP, si on veut avoir des soumissionnaires, c'est probablement des règles normales dans ce régime dans ce type de soumission-là. C'est pas compliqué. Non, moi, en tout cas, j'ai de la misère avec ça, mais je vous pose la question. Je vous comprends, puis je vous ai donné, je pense, la raison qui est la logique en arrière de ça. On va regarder aussi, M. Bernard, parce que vous êtes le parti au pouvoir. Donc, moi, je vous pose des questions. Puis moi, je voudrais savoir qu'en tant que contribuable et en tant que porte-parole des gens qui nous écoutent actuellement et qui nous regardent, les dépassements de coûts.
Ça, c'est sûr qu'il y a X, Y, Z raisons sur les dépassements des coûts, mais je vais vous en donner juste quelques-uns ici qui sont faramineux. Informatisation du réseau de la santé qui était supposé coûter 547 millions et qui va en coûter 1,6 milliard. Le CHUM, le CUSM, le CHUSJ, dépassement de 2,9 milliards. L'échangeur Turco, les réfections, dépassement de 1,5 milliard. L'autoroute 175, 389 millions. Puis là, j'aurais pu en sortir encore beaucoup d'autres. Mais là, on parle même pas de millions. Là, on parle de milliards. Regarde, le réseau d'informatisation, ça, c'est clair qu'il y a un sérieux problème en arrière de ça. OK? Historiquement, puis je vous dirais même dans le privé, on a le même problème. Les autres coûts que vous avez mentionnés, c'est pas des dépassements de coûts. Et quand que le gouvernement... Mais c'est quoi d'abord? Non, mais regardez, l'autre que le CHUM, puis tout ça, là... L'échangeur Turco, il n'y a pas de dépassement de coûts, il n'est pas construit. Mais déjà, entre la soumission et ce que ça va coûter... Il n'y a pas eu de soumission encore, Turco. C'est 1,5 milliard. Il n'y a pas eu de soumission, Turco. Actuellement, les plans de Turco sont même pas faits. Selon ce qui a été prévu et selon ce que ça va coûter. Regardez, ça, là, c'est là que, justement, qu'il faut faire une distinction. Puis comme dans le projet, par exemple, du CHUM et du CUSUM puis Turco, quand le gouvernement a fait une première, c'est une estimée. Puis on vit souvent, puis moi, je dis tout le temps aux gens, faites attention, parce qu'il y a un estimé. Puis quand, après ça, on rentre dans les coûts détaillés d'ingénierie et autres, là, on voit que la facture monte. Où est-ce qu'il y a un dépassement de coûts, sensu stricto, c'est si à un moment donné, tu fais ton appel d'offres, et que là, par rapport à ton appel d'offres, tu avais estimé les coûts, mettons, à 2 milliards, puis qu'il t'arrive à 2,5 milliards, là, c'est un dépassement de coûts. Comme l'autoroute 175, etc. 175, ça, c'est un volet de dépassement de coûts, c'est clair. Mais les autres, je vais vous donner l'exemple, Dave Keon, c'est la même chose, ou même des projets ici, ça arrive à un moment donné. Chaque construction un dépassement de coût. Mais quand on est dans les milliards, par exemple. Un sensu stricto, un dépassement de coût s'effectue à deux places. Quand tu t'en vas, d'une part, en appel d'offres avec un montant que toi, par exemple, tu évalues à 2 milliards, puis qui t'arrive à 2,5 milliards, donc tu as un dépassement de coût là. Et par la suite, la deuxième place où ça arrive, c'est quand tes coûts de construction, malgré la soumission, là, au lieu de 2,5, ils vont coûter 2,7. Puis ça, sont des dépassements de coût. Les autres, ils ne sont pas encore construits. Monsieur Bernard, c'est pas des dépassements. Il y a tellement de choses, puis le temps passe tellement vite. Allez-y. Les députés qui changent de parti. Moi, je veux votre opinion sur ça, M. Bernard. Comme, comment s'il y en a eu? Ils partent de l'ADQ, de l'ex-ADQ, qui vont partir du Parti québécois, qui s'en vont avec la CAQ. Ça, là, démocratiquement, il faut obligatoirement qu'il y ait une loi qui dit tu changes de parti, retourne au peuple, s'il veut t'avoir dans ça. Je suis d'accord. C'est au peuple à se prononcer. Puis ce sont, moi, je dis tout le temps, la question qu'il faut savoir, par exemple, quand un député est élu, est-ce qu'il est élu par son parti? Ou, c'est-à-dire, les gens ont-ils voté pour le député, l'individu, ou ont-ils voté le parti? Quand j'ai été élu en 2003, les gens, Daniel Bernard n'était pas connu. Très peu, les gens ont voté libéral. Alors, demain matin, j'aurais changé mon fusil d'épaule. Ben moi, je pense que les gens avaient voté libéral. Et c'était donc, moi, à ce moment-là, en changeant, je ne reflétais pas la volonté de ma population. Et il faut que l'Assemblée nationale soit vigilante là-dessus, parce que là, c'est rendu une farce à l'Assemblée nationale. Exactement. Monsieur Bernard, le ministre des Finances, Raymond Bachand, disait au mois de décembre dernier qu'il était fier d'annoncer qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse des impôts et des taxes en 2012. Mais là, vous allez l'expliquer pourquoi que le TVQ est passé de 8,5 à 9,5. La contribution santé de 100 à 200 $. Le régime québécois d'assurance parentale dans les salaires de 0,537 à 0,559. Chez l'employeur, c'est la même chose. Permis de conduire 87,25 à 88,75. Taxe sur le carburant 16,2 cents le litre à 17,2 cents le litre. Ça, là, ça veut dire une chose. En 2011-2012, hausse de 325 $ par année ou environ 1625 $ sur 5 ans pour les fameux frais de scolarité. Avec tout ça, un ménage qui gagne un salaire raisonnable, ça va coûter 1000 pièces de plus. C'est quoi? Mais hausse. Lui, là, il voulait dire juste que à l'impôt, vous n'aurez pas une hausse d'impôt, point. Mais tout le reste. Mais ça, en fait, je vais vous dire, c'est encore une fois peut-être de la sémantique, mais toutes ces choses-là ont été annoncées dans le budget de l'année dernière.
et même celui d'avant. La hausse de la TVQ a été déjà annoncée. C'est OK, mais qui arrête de dire qu'il n'y a pas de hausse. Ça va coûter 1 000 $ de plus par année pour vivre à un ménage que j'appelle un ménage ordinaire. Oui, mais regardez, comme je vous dis, la raison, c'est que ces choses-là ont toutes été annoncées dans les budgets précédents, puis ils rentrent en vigueur. Alors, c'est la raison de dire qu'il n'y aura pas d'impôt de hausse dans le prochain. Élection en 2012, êtes-vous prêt? Il faut toujours être prêt pour partir en élection. Non, mais en toute franchise, on rentre dans une fenêtre électorale. Ouais, c'est sûr qu'il va en avoir... on parle de l'automne. C'est possible. Puis moi, je peux vous dire une chose. Personnellement, tous mes gros dossiers, j'ai vu attacher d'ici la fin du printemps, d'ici le mois de mai, parce qu'on rentre dans une... Moi, je dis aux gens, on rentre dans une fenêtre électorale à partir du dépôt du budget. Alors, c'est clair. Et moi, je veux que mes dossiers soient attachés. À ce rythme-là, M. Bernard... Quand on va aller voter, ça va prendre une feuille, un bulletin de vote 8,5-14. En tout cas, il va peut-être pas dans le peut-être pas nous autres ici. À Montréal, les gens, effectivement, au nombre de partis que vous avez mentionné... Et déjà, il y a eu 32 demandes d'affiliation pour nommer un nouveau parti au président des élections. Ouais. 32. Et vous le dites d'ailleurs, souvent on regarde dans les comtés à Montréal, quand on regarde les élections, les résultats d'élections le soir, on voit qu'il y a beaucoup plus de partis marginaux. Oui, c'est sûr. Des fois, ils vont avoir 5 candidats dans des comtés à Montréal, mais ça va allonger la liste. Puis la nouveauté cette année, je rappelle aux gens, normalement, devrait avoir à la prochaine élection la photo des candidats. Alors, ça va peut-être m'avantager ou pas, je ne le sais pas. Ça, je vous le dirai après, monsieur. Monsieur Bernard. Dernier dossier que j'avais ici, monsieur Bernard, il reste à peine 3 minutes. Inspection des minounes. Ça, là, de 8 ans et plus, là, il n'y a pas d'autre chose au Québec qui pollue plus que... Puis j'aime pas le mot minoune, c'est parce que je l'ai dit comme ça, parce que ça fait les manchettes. Mais 8 ans, 2 heures sur un véhicule, est-ce qu'il pollue plus que certaines usines au Québec? C'est ça, moi, qui me... Les véhicules actuels rendus en 2011, quand on regarde, tu sais, maintenant, les gens ont leur auto cette durée-là, ils ont une durée de vie longtemps, etc. Oui, parce qu'ils entretiennent leurs véhicules. Ils entretiennent, les véhicules sont mieux faits. Puis je peux vous dire, ça a été un débat, justement, quand on vous parlait, par exemple, au début de l'émission, de débat en termes de caucus, c'est le genre de débats qui ont été animés à l'intérieur, puis il y a eu une décision de prise, puis on s'est rallié. Mais je peux vous dire qu'il y avait des collègues qui n'étaient pas d'accord avec ça pour différentes raisons. Est-ce que ça va passer? Est-ce que c'est fait au moment où l'on se parle pour 2013? La loi a été déposée. Je pense qu'elle n'a peut-être pas été adoptée. Sous toute réserve, il faudrait que je leur vérifie si elle n'a été adoptée à la fin de la session. Il faut dire qu'il va y avoir 450 000 véhicules au Québec qui auront subi un test annuel. Là. Ouais. Ça, c'est terrible. Là. Ouais. 400, parce que les plus pénalisés dans ça, on parle des personnes quand même âgées et des étudiants. Les étudiants, ben, ils ont leur véhicule pour se déplacer, pour aller de leur loyer à l'université. Je suis très sensible à vos propos, puis je peux vous dire que beaucoup de mes collègues députés ont soulevé cet argumentaire-là. Puis également, il y en a qui ont des autos de collection. Oui, exactement. Ils vont faire quoi, eux, avec ça? Il y a une problématique. Moi, en toute honnêteté, je ne serais pas surpris qu'il y ait des ajustements qui soient proposés à ça. Pouvez-vous être le porte-parole de ces... Et je peux vous dire que je l'étais encore, puis d'après moi, c'est pas un dossier qui est fini, ça. OK. D'après moi, mais j'aimerais que vous me teniez au courant pour informer les gens si la loi est officielle. Oui, je vous leur dirai à cet égard-là. Là, j'ai un blanc de mémoire en toute franchise. Là, je dirais, ça va peut-être avec l'âge, mais je vous le dis pas. Je vous le dis pas. Très vitement, 30 secondes. La nomination de Mme Normando à titre de vice-présidente au développement stratégique chez Raymond Chabot de Grant Thornton. Oui. Est-ce que ça peut nuire? Non. Puis, je vais vous dire, pour connaître l'intégrité de Nathalie Normando, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis maintenant, elle va avoir quitté le gouvernement en septembre, puis elle rentre en fonction au 1er mai. Donc, on parle de près de 8 mois plus tard, puis on ne peut pas empêcher quelqu'un de qualité d'avoir une deuxième carrière. Deux ans, si ce sont des dossiers qui touchent son ministère. Ah, OK, c'est beau. OK. Son ministère, d'où l'histoire que plusieurs disent pour le plan Nord et autres, mais elle peut développer beaucoup d'autres affaires que ça. M. Bernard, merci infiniment. C'était très gentil d'avoir accepté cette invitation-là. Et on va sûrement se revoir d'ici au printemps parce qu'il y a tellement de dossiers rouges qui sont chauds. Merci beaucoup. Puis merci. Puis encore une fois, les gens, je vous souhaite une excellente année puis un bon début d'année 2012. Puis prenez soin de vous. Merci beaucoup, M. Bernard. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Bonsoir et bonne semaine.